soir, sur les routes sombres et ténébreuses, tenant son volant fermement, Arthur était aux commandes de sa voiture. Il était aux commandes de sa voiture, il tenait fermement le volant, il regardait à l'avant, regardait à l'arrière, sûr d'être bien sur la rue. Il regardait donc tout autour de lui. Il faisait noir. Tenant fermement le volant dans sa voiture, soudainement sur la route, il se rendit compte que sur la rue, il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur la rue. Tenant fermement son volant, il roulait, et durant des heures, n'aperçut que le noir devant lui. Il continuait à rouler, par-delà la lumière des phares avant, par-delà la lumière des phares arrière, qu'il pouvait remarquer dans le rétroviseur. Arthur souffrait d'hallucinations, de troubles hallucinogènes. Arthur souffrait de ce trouble hallucinogène, hallucination, aliénisme. Arthur roulait ce soir-là. Il était sur la route. Il tenait fermement son volant. La voiture avançait dans l'obscurité. Il faisait froid à l'extérieur. Les fenêtres étaient ouvertes, jusqu'à ce qu'il prenne le réflexe de les refermer. Soudainement, Arthur se sentait fatigué. Il ferma les yeux. Il les réouvrit. Il les referma, tout en clignant des yeux et en essayant de se concentrer. Il remarqua que la route commençait à chavirer, à tourner à gauche, à tourner à droite. Mais pour tout autant que la route chavirait, partait à gauche, partait à droite, tout en faisant des virages, la route restait tout aussi sombre. On pouvait même apercevoir que sur les côtés, parfois la route devenait de plus en plus sombre, de plus en plus obscure. Ils passèrent à côté de la forêt, et laissèrent voir l'entrée de la forêt, qui donnèrent à l'intérieur des bois. Un lampadaire qu'il y avait sur le côté laissèrent entrevoir, avec l'infime lumière de la lune, ainsi que le lampadaire éclairé, l'entrée de la forêt, qui donnèrent à l'intérieur des bois. Ils passèrent son regard infimement sur le bord de la route, afin de regarder. Au moment où il remit les yeux droit devant lui, regardant la route, noire, qui avançait, il roulait, n'ayant pas eu le temps de tourner, ni même de freiner, ni même de s'arrêter. Il confronta une voiture en frontale. Il se retrouva sur le toit, fit des tonneaux et se retrouva dans le ravin. Une fois dans le ravin, par terre, la voiture sur le toit, Arthur se mit à ramper sur le sol, ouvrit tout d'abord la porte et sortit de sa voiture qui était sur le toit, en flammes. Arthur se recula, regarda la voiture, et tout de même se recula. Il recula encore et encore, en marchant à reculons, il regardait la voiture brûler. Cette voiture qui était sur le toit, cette voiture dont les roues qu'on pouvait entendre encore tourner. Les roues avant qu'on pouvait entendre encore tourner, les roues arrière qui ne tournaient plus. L'avant de la voiture qui avait été terrassé par la terre. L'avant de la voiture qui avait été terrassé par la terre qui avait été enlevée, la voiture sur le toit, l'accident sur le côté, la voiture qui brûlait, à la lumière des lampadaires au-dessus de lui. Il regardait l'événement. Il a réouvert les yeux. Quelques semaines plus tard, dans une chambre, le plafond était blanc. Au-dessus de lui, il vit une infirmière. Son regard, sa vue, était trouble. Il vit une infirmière. Il ne la vit pas totalement, pas tout de suite, mais il l'entendait. Il l'a vue, lui demandait si tout allait bien, s'il était réveillé, comment il se sentait, la manière dont il devait le décrire. L'infirmière prit des notes, prit tout simplement les notes qu'il lui décrivait, qu'il ne se souvenait absolument de rien, qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, qu'il ne se souvenait pas de l'accident, qu'il ne se souvenait pas de cette nuit-là, qu'il ne savait même pas comment il était arrivé là. L'infirmière en a donc déduit qu'il souffrait d'amnésie.
Plus tard, Arthur fut libéré. Il put sortir de l'hôpital. Il était arrivé chez lui. L'infirmière, le médecin et toutes les personnes qui l'avaient accompagné durant son séjour à l'hôpital l'avaient diagnostiqué amnésique, mais il n'était pas encore un danger pour lui-même. Il n'était pas un danger pour lui-même, on l'avait diagnostiqué amnésique. Il était arrivé chez lui. Il regardait alors la porte. Il était arrêté devant. Il regardait la porte, la poignée, ensuite la fenêtre en haut à gauche, la fenêtre en haut à droite. Et ensuite, il regardait par terre. Il regardait par terre et il tournait autour de sa maison. Il marchait d'un pas léger. Ensuite, il a regardé la porte. Il a pris son courage à deux mains pour pouvoir prendre ses clés dans son sac, fermer sa voiture derrière lui qui avait été récupérée par la fourrière. Cette voiture qui avait été récupérée par la fourrière, qui avait été emmenée au garage, qui avait été réparée et remise devant chez lui. Il la regarda, comme s'il ne connaissait pas cette voiture, comme s'il ne savait pas à qui elle appartenait. Il était rentré, il avait refermé la porte derrière lui, comme s'il n'avait aucune envie de savoir pourquoi sa voiture était de nouveau là. Il était rentré, et soudainement, il s'était endormi ce soir-là. Dans le fauteuil, il s'était endormi. Ce soir-là, Arthur en a déduit que c'était un commencement, une nouvelle vie. Une nouvelle vie a commencé. Il en a déduit que c'était une nouvelle vie qu'il pouvait commencer, un nouveau départ. Il a donc fermé les yeux et s'est endormi. Il a rêvé de sa femme, de sa fille, de son enfant, de son épouse, de celle qui l'accompagnait, des deux femmes qui l'ont accompagné durant toute sa vie. Il a rêvé d'elles deux. Pendant très longtemps, il a fait ce rêve où il les voyait, sa femme qui regardait par la fenêtre, lui tenant la main dans la voiture, regardant défiler le paysage, et à l'arrière, sa fille sur le fauteuil, qui s'avançait entre eux deux et qui leur posait des questions. Il a fait ce rêve pendant tellement longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, pendant la nuit, lorsqu'ils fermèrent les yeux et qu'il s'endormit, à minuit, ce rêve se transforma en cauchemar. Le traumatisme qu'il avait subi, le traumatisme qu'il avait oublié, l'amnésie qu'il avait subie, pensant être amnésique, il avait totalement oublié ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais ce cauchemar lui rappelait, dans les moindres détails, ce qu'il s'était passé. Ce soir-là, il s'était endormi, il avait fermé les yeux, il vit sa femme regarder défiler le paysage, il vit son visage dans la vitre, à travers le rétroviseur, dans le reflet. Il vit son visage concentré sur le paysage, regardant défiler ce qu'il y avait à l'extérieur, les arbres, les broussailles, les buissons, la forêt. Derrière, il entendit sa fille parler toute seule, rigoler, parfois même pleurer. Mais ce soir-là, il entendit sa fille pleurer. Sa femme ne regardait plus le paysage, ne lui tenait plus la main. Elle était concentrée devant elle, elle regardait la route. Et ce soir-là, ce même soir, il fit ce même rêve, perturbant, car tout ce dont il rêvait, tout ce qu'il voulait, était dans ce rêve. C'était sa seule bulle de consolation, sa seule manière de pouvoir voir les choses, de pouvoir voir la vie de manière cohérente. C'était sa seule manière, sa seule protection de pouvoir voir la vie de manière cohérente, de pouvoir avancer, de pouvoir continuer sans sa femme et sans sa fille. Ce soir-là, ce rêve qui n'était pas loin d'être l'une des plus grandes protections pour lui. Ce rêve qui n'était pas loin d'être l'une des plus grandes protections pour lui, se transforma en cauchemar. Il vit sa femme regarder droit devant elle, les deux mains sur les cuisses, qui ne regardait pas son visage à lui, qui ne lui tenait pas la main, qui était concentré et qui ne disait pas un mot. Sa fille à l'arrière pleurait, regardait le paysage, le regardait défiler, l'impression et l'air de voir toute sa vie partir devant elle en fumée. Toute sa vie partir en fumée devant elle, cette impression que donnait le visage de sa fille. Il regardait alors sa femme, il regardait alors sa fille, et c'est en regardant sa fille qu'il perdit le contrôle du véhicule,
arriva dans les ravins. La voiture fit un tonneau, se retrouva sur le toit, et une fois la voiture sur le toit, il put voir les corps étalés par terre celui de sa femme, celui de sa fille. Celui de sa femme était encastré dans la tôle en dessous de la porte de la voiture, recouverte de sang, le visage déformé et lacéré par les vitres qui ont explosé durant l'accident. Le visage de sa fille était déformé et était sur le sol, recouvert de sang. La fille, face contre terre, s'avérait être près du coffre, comme si elle avait été enfermée dans la voiture pendant tellement longtemps et que durant l'accident elle en est sortie violemment. Il se retourna, il avança le long de la voiture, la contourna, et toujours dans son rêve, il remarqua les corps sur les côtés, celui de sa fille et celui de sa femme. Il s'était réveillé ce matin-là. Il avait peur, il s'était réveillé en sursaut. Il était descendu, il avait cru entendre une voix, il avait cru entendre quelqu'un. Il était descendu en bas. Il avait remarqué qu'il n'y avait personne, il était seul. Il avait cru entendre une voix, il avait pourtant cru entendre la voix de sa femme. Mais ce n'était encore que la fin de son rêve qu'il avait entendu dans sa voix. C'était qu'encore que la fin de son rêve, une voix qu'il avait entendue résonner à travers la sienne, une voix qu'il avait entendue résonner à travers sa propre voix. Il l'avait entendue, il pensait que c'était une voix réelle qu'il y avait chez lui ce soir-là. Il est donc descendu ce matin-là et s'est retrouvé dans le salon, seul, croyant que sa femme était là. Il s'est retrouvé face à son salon. Il a cherché pendant des heures voir si sa femme l'avait réellement bien appelé. Mais ce n'était nullement sa femme, c'était seulement une voix, un écho qui lui était resté de son rêve, de son cauchemar, de son traumatisme. Durant des jours, il a vécu seul. Il regardait par la fenêtre, espérant que ce cauchemar n'était pas une réalité. Il pensait à sa fille et à sa femme, toutes les deux mortes. Il pensait à sa fille et à sa femme. Il regardait par la fenêtre. L'extérieur, le vent qui soufflait dans les arbres. Et soudainement, un jour, lorsqu'il regardait par la fenêtre, il vit arriver une silhouette, une femme aux cheveux noirs, aux yeux noirs, en robe blanche. On put voir ses yeux bien dessinés, son visage lisse, sa peau parfaite, sa tenue blanche qui volait à travers le vent. Sa tenue blanche, sa robe blanche qui volait et qui virevoltait à travers le souffle du vent. On put voir qu'elle tenait la main d'une jeune fille qui elle-même était habillée d'une robe blanche qui virevoltait à travers le souffle du vent. Leurs yeux bien dessinés, leurs visages lisses. Elles marchaient et elles avançaient. En dessous du saule pleureur, la jeune fille se suspendait aux lianes. La jeune femme a donc repris la main de sa fille. Elles ont toutes les deux avancé. Et à un moment où elles sont arrivées le plus proche de la fenêtre, elles ont disparu. L'homme a commencé à chercher partout. Arthur a commencé à chercher partout. Partout dans sa maison, il a commencé à chercher. La salle à manger, la maison, le salon, le jardin, l'extérieur, l'intérieur, les chambres, les armoires, sous le lit. Partout, il a commencé à chercher. Les endroits les plus communs, notamment la cuisine, la salle à manger, la salle de bain, les chambres, en dessous du lit, les cachettes les plus normales les endroits les plus normaux dans lesquels on pouvait trouver des jeunes filles qui s'y cacheraient pour pouvoir jouer à cache-cache ou pour pouvoir éviter la violence entre son père et sa mère lorsqu'ils ont peur. Lorsqu'ils ont peur pour pouvoir éviter la violence entre son père et sa mère. Sa fille se cachait souvent en dessous de son lit, se cachait en dessous des tables pour pouvoir éviter les disputes entre deux. Il regardait alors à tous ces endroits, sous les tables, sous le lit, dans les chambres, sous la couette, le lit qui n'était pas fait, il le regardait. Il cherchait alors à travers les draps, sous le matelas, sous le lit. Il cherchait derrière les portes qui étaient souvent des petits endroits dans lesquels les jeunes filles pouvaient se réfugier. Les jeunes filles ou les jeunes garçons, les jeunes enfants qui avaient peur de leurs parents quand leurs parents étaient trop abusifs ou quand leurs parents s'avéraient être violents l'un avec l'autre. Quand les enfants avaient peur, ils se réfugiaient dans de petits endroits tels que celui-ci, un petit garde-manger derrière une porte dans lequel ils ne trouvèrent rien. Il entendit un rire et il le poursuivit dans l'escalier. Il entendit un rire qu'il poursuivit dans l'escalier
et soudainement ils s'arrêtèrent au beau milieu de l'escalier. Il vit en haut une fille, la tête penchée sur le côté droit. La tête penchée sur le côté droit, il vit une fille lui dire « Papa, papa, tu m'as tellement manqué. » Cette fille était en robe blanche, telle qu'il l'avait vue dans le jardin, avait le même visage de sa fille, le même visage dessiné aux plus infimes traits, les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, le même visage, les mêmes traits de visage. Cette fille le regardait et lui disait « Papa, tu m'as tellement manqué. » Tant qu'Arthur regardait cette fille, elle n'arrêtera pas de dire ça. Tant qu'Arthur la regardait, elle continuait à dire « Papa, papa, tu m'as tellement manqué. » Ensuite, il s'est assis sur son lit et a vu une femme traverser la porte. Une robe blanche, le même visage que sa femme à elle. Le même visage que sa femme à elle, sa femme à lui. Il regarda alors sa femme traverser la porte, le regarder et dire, en tendant le bras, « Mon chéri, tu m'as tellement manqué. » Cette femme avait le poignet lacéré, du sang qui coulait. Elle fit alors couler son sang juste devant lui. Arthur regarda alors la femme. S'était alors imaginé que c'était faux. Il était parti en courant dans le jardin, est revenu en sa chambre, et soudainement commencèrent à voir partout autour de lui sa femme, sa fille qui le poursuivaient, qui lui disaient qu'il lui manquait depuis tellement longtemps, car l'accident était déjà passé depuis des mois. Il avait oublié cet accident, il avait oublié cette nuit. Ce soir-là, ils remarquèrent qu'autour de lui, qu'ils se cachèrent dans le salon, qu'ils se cachèrent dans les chambres, qu'ils se cachèrent derrière une porte, ils pouvaient voir sa fille, sa femme, sa fille couverte de sang sur le visage à l'arcade sourcilière, son arcade sourcilière qui était ouverte, couverte de sang, ses yeux le regardaient, ses yeux fixes, son visage correspondait exactement à celui de sa fille, le visage de sa femme correspondait exactement à celui de sa femme. Ces deux choses qu'il poursuivait à travers sa maison correspondaient exactement à ce qu'il pensait être sa fille et sa femme. Il commençait à se sentir en sécurité avec elles, jusqu'au jour où elles sont devenues agressives. Arthur a commencé à croire qu'il était mort lui aussi, a commencé à croire qu'il pouvait les voir seulement, les entendre et les toucher, pouvoir communiquer avec elles, et il a commencé à croire qu'il était mort lui aussi. Il a commencé à chercher son corps dans la maison pendant tellement longtemps qu'il a fini par trouver un corps inconnu, déformé, noir, recouvert de moisissures, à travers lesquelles on ne pouvait plus qu'apercevoir la forme des bras. Il s'était aperçu qu'il était mort dans sa maison. D'une manière méconnaissable, il était mort dans sa maison, recouvert de moisissures noires, son visage déformé, on ne pouvait qu'apercevoir la forme de ses bras, de son buste, atrophié dans un placard, la porte refermée, le placard qui était sombre, obscur. Ça sentait la pourriture, la moisissure et la décomposition. Ce corps en putréfaction qu'il y avait assis par terre, la tête vers le bas, les bras qu'on pouvait reconnaître qui étaient pratiquement méconnaissables, les bras recouverts de moisissures, de pourriture. Il sentait l'humidité, il avait été abandonné là depuis bien longtemps. Il avait remarqué qu'il était mort. Peu importe le moment où il sortait de sa maison, il y rentrait plus tard. Il était tourmenté par l'esprit de sa femme, par l'esprit de cette fille. Il était tourmenté par l'esprit de sa femme, par l'esprit de sa fille. Il pensait bel et bien que c'était sa fille et sa femme, mais ces deux choses n'étaient pas sa fille et sa femme. C'étaient deux choses surnaturelles, deux esprits qui avaient pris l'apparence au moindre détail le plus infime du visage de leur fille, du visage de sa femme. Il était tourmenté, il s'était découvert mort lui-même dans sa propre maison. Seulement plus tard, il avait découvert qu'il était tombé dans une violence sévère. Il était tombé dans une violence sévère, une forme de violence sévère, une forme de démence et de violence sévère dans laquelle il remarquait que chaque personne morte autour de lui avait une apparence réelle qu'il pouvait toucher, qu'il pouvait apercevoir, avec laquelle il pouvait communiquer. Cette forme de démence était très rare chez les personnes qui ont vécu un traumatisme, sauf que lui en a acquis la connaissance. Il pouvait voir et communiquer avec des êtres qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas, qu'il n'entendait pas.